Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on poursuit notre tour d'horizon des 35 chercheuses qui ont reçu le prix Jeunes Talents 2022 par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Aujourd'hui, focus sur Marie Cheyras. C'est un parcours inspirant, vous allez le voir, qu'on va découvrir dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de cette émission. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui de l'imaginaire collectif en matière d'intelligence artificielle et plus particulièrement des images dont on se sert sur Internet ou dans les journaux pour présenter l'IA, c'est ça ? Oui, tout à fait. On verra comment on se figure en effet visuellement l'intelligence artificielle, quelles références, parfois quels biais produisent notre banque commune d'images en la matière. Et puis la rentrée scolaire, elle est passée et c'est maintenant le moment des cours de soutien qui arrivent. Quelles sont les matières les plus sollicitées ? Comment ça fonctionne ? Et puis, quelles sont les nouvelles actualités du secteur en ce moment ? Je vous emmène faire un tour d'horizon de ce marché en pleine exposition avec Academia, spécialiste de l'accompagnement scolaire depuis 25 ans maintenant, et son président Philippe Colléon. Bonjour. On en discute dans un instant, mais d'abord, focus. Et je vous le disais en introduction, on va filer à la rencontre de ces 35 chercheuses qui ont reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Aujourd'hui, focus sur Marie Cheyras, très engagée en faveur de l'écologie. La jeune femme lutte à sa façon en menant des recherches pour trouver des solutions pour augmenter l'efficacité des panneaux photovoltaïques. On regarde ça avec Xavier Terrade. Je m'appelle Marie Cheyras, je suis doctorante en 3e année au sein de l'école polytechnique et mes travaux consistent à étudier des matériaux pour les futures générations de panneaux photovoltaïques. Marie Cheyras fait partie des 35 chercheuses à avoir reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle a été récompensée pour son étude baptisée « Comprendre les dynamiques ultra rapides dans les nouvelles générations de panneaux photovoltaïques ». Son objectif est de comprendre et d'améliorer les propriétés de matériaux capables de convertir le rayonnement solaire en électricité, notamment en augmentant l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Alors j'ai toujours voulu travailler sur un domaine qui me permettait à ma manière d'agir contre le dérèglement climatique. Et j'étais aussi super curieuse et globalement j'aimais bien les sciences. Donc ça m'a menée au fur et à mesure à travailler dans ce domaine. Petite, Marie Cheyras a été marquée par les images de marée noire. Sensibilisée très tôt à l'écologie grâce à des événements dédiés aux enfants, elle s'est lancée dans sa thèse après un cursus d'ingénieur et un double master matériaux pour l'énergie et les transports. Distinguée par le prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO, elle devient ainsi un modèle de réussite pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Pour elle, qui a aussi eu ses modèles, il est temps que les femmes entrent vraiment dans la lumière. Un personnage qui m'a vraiment marqué, c'est Katherine Johnson. C'était une physicienne et mathématicienne américaine. Et on pense souvent quand on regarde la Lune au premier homme qui a posé les pas sur la Lune. Pourtant, c'est une femme noire américaine qui a fait les calculs de mise en orbite. Marie Cheyras se réjouit d'avoir, selon ses propres termes, la chance inouïe de participer à l'avancée de la connaissance humaine, tout en bâtissant un système plus tolérant et inclusif. C'est un secteur en plein boom qui reçoit chaque année plus d'1 million d'élèves sur les 12 que compte la France. Le soutien scolaire ne s'est jamais aussi bien porté en France. On va tenter d'en soulever justement les secrets dans cette première partie du talk tout de suite. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Philippe Colléon, vous êtes président d'Academia. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez récemment signé une tribune aux côtés de Svenja Busson, la cofondatrice de l'Alliance européenne des EdTech, dans laquelle vous émettez quelque part vos inquiétudes face à l'émergence de l'intelligence artificielle dans le milieu éducatif. Notamment, vous le dites, en raison de ce potentiel en tant qu'outil de triche massive et sa capacité à générer des réponses à la place des élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette inquiétude que vous avez ? Alors effectivement, on parle cet article est du mois de janvier, donc depuis les choses ont un petit peu pas évolué, mais on a un petit peu de recul, qui a été perçu l'intelligence artificielle avant tout a été très très vite compris par les élèves sur l'intérêt effectivement de faire un devoir à la place et d'avoir comme ça des bonnes notes, etc. La question c'est les élèves ont très vite intégré l'intérêt pour eux, les enseignants, l'école n'a pas encore complètement compris ce qu'on pourrait en faire, les avantages, l'évolution, la révolution que ça représente, mais aussi les dangers. Donc comme c'est toutes ces évolutions très fortes, c'est de pouvoir effectivement avoir un discernement et voir en quoi ça peut aider
l'apprentissage, en quoi ça peut aider les élèves, mais aussi quels sont les dangers de ces nouveaux outils. On n'en est qu'au début. Est-ce que c'est une bonne idée alors d'interdire ChatGPT dans les écoles ? Comme l'ont fait certains pays en Europe. Ça ne va pas être possible d'interdire. Enfin, comme c'est l'évolution, il faut apprendre à vivre avec. Et ça veut dire qu'à un moment, on va rentrer dans une ère où c'est plus la connaissance qui va être primordial, mais le raisonnement. Ça veut dire qu'à un moment, bien sûr qu'il faudra de la connaissance, mais ce ne sera pas le seul critère. Ça va être la capacité d'interroger ces outils-là qui va faire vraiment la différence. C'est quelque part l'une des compétences du XXIe siècle. Vous en parlez aussi dans votre tribune. Oui. Tout ce qui est l'esprit critique, la coopération, l'aisance à l'oral. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est incapable de le faire. Ça vous rassure quelque part ? Alors, effectivement, on parle de la possibilité de discernement, parce que dans ces informations-là, il y a du vrai, il y a du faux. Donc ça va être effectivement ces compétences-là qu'il va falloir doter nos enfants et aussi nous adultes, parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle va arriver dans notre quotidien, au niveau des journalistes, au niveau des avocats. Donc ça va être ce discernement qui va être demandé, cet esprit critique par rapport à une information. Et c'est toute cette révolution quelque part pédagogique qu'il va falloir entamer. On prend du retard en France sur ces sujets-là ? On ne comprend pas d'avance. Ouais. C'est vrai qu'on est en pleine rentrée scolaire. Il y a beaucoup de sujets mis sur la table. J'ai vu très peu d'articles qui parlaient de ce problème. Donc là aussi, on laisse un petit peu les profs face à cette problématique-là. Voilà. Donc je trouve qu'effectivement, il ne faut pas prendre de retard. La France a technologiquement des moyens de répondre, mais pédagogiquement, d'intégrer ça au niveau de l'éducation, c'est le vrai challenge, je trouve, des 10 prochaines années. L'un des nouveaux challenges aussi de cette rentrée, c'est le retour du soutien scolaire aussi. Les vacances sont passées. Depuis 20 ans, plus de 20 ans même, vous dirigez Acadomia, le numéro 1 du soutien scolaire en France. Vous avez vu plein de choses en 20 ans, notamment tout un tas de gouvernements qui se sont succédés, qui ont à peu près tous ou presque fait de l'éducation une priorité nationale, et pourtant on a l'impression que rien n'a changé. Quel est votre point de vue sur ces 20 ans qui ont passé ? Est-ce qu'il y a encore énormément de choses à faire ? Est-ce qu'on a pris de l'avance sur certains sujets ? Peut-être pas sur la technologie, mais peut-être sur d'autres. C'est quoi votre analyse qui nous est précieuse de ces 25 dernières années ? En quelques mots, c'est compliqué. C'est d'abord la mission d'enseignant est de plus en plus difficile. Je crois qu'à un moment, ça ne sert à rien d'être uniquement dans la critique. Je crois que ce qui est dommage en France, c'est un moment qui n'est pas une genre d'alliance ou de réflexion ensemble entre privé et public. Quand on voit en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays asiatiques, il y a quelque part cette discussion entre le privé et le public. On voit que, dernier rapport qui est sorti, le budget moyen consacré par enfant est supérieur à la moyenne de l'OCDE. Donc, c'est pas un problème de dépenses. C'est un moment de fermer l'école au monde extérieur. Et on voit effectivement dans beaucoup de pays où cette alliance profite à tout le monde, profite aux élèves, profite à l'État, parce que ça permet d'investir autrement dans les établissements scolaires, peut-être d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, et c'est le rayonnement de la France à l'étranger, quand on voit qu'on ferme tous nos lycées, ou une grande partie des lycées à l'international, là où les Anglais, depuis 4 ans, ont construit 600 établissements scolaires. Nous, quand on regarde la différence entre les établissements ouverts et fermés, on est à +1. Donc il y a aussi une notion de rayonnement de la langue française, la culture française à l'international. Et c'est vrai qu'à un moment, depuis 20 ans, je vais vous donner un exemple. On a suivi effectivement plus d'1 million d'élèves. On est leader d'un secteur, on parle d'éducation. On n'a jamais été convoqué à une seule réunion de travail au ministère de l'Éducation nationale. D'accord ? Et il y a eu des mises de droite, de gauche, donc c'est pas un problème politique. Comment ça c'est un problème de alors philosophie où à un moment, on ne parle pas au privé. Voilà. C'est dogmatique. Et c'est dommage. Moi, à la limite, si on peut contribuer à faire que les choses aillent mieux, on serait ravis de pouvoir le faire. Donc, par contre, effectivement, donc ces dogmes sur le public qu'on retrouve parfois dans la santé, qu'on retrouve parfois dans d'autres secteurs, dans tout ce qui est régalien, eh bien, je pense qu'une des évolutions à apporter, eh bien, parfois, ça serait cet échange entre le privé et le public. Une nouvelle révolution aussi qui est arrivée juste à la sortie du Covid, c'est le fait que les familles ne viennent plus seulement souscrire à vos cours de soutien scolaire ou au soutien scolaire en général, simplement pour relever la moyenne de leurs enfants, mais aussi pour les aider à apprendre, à avoir de la méthodologie aussi, et puis retrouver confiance en eux. Qu'est-ce que vous proposez pour les accompagner ? C'est un énorme changement aussi, le Covid. Oui, pour vous. si vous me permettez, la France, on est champion du monde du soutien scolaire, mais c'est pas par hasard. C'est pas parce que l'école va mal. C'est qu'à un moment, notre système fait que la différence, se fait à la maison.
un lycéen doit fournir à peu près 400 heures de travail à la maison. Donc il y a une vraie discrimination, pas seulement ou pas à l'école, mais aussi, est-ce que vous avez des parents, est-ce que vous avez un environnement qui vous permet de vous aider à la maison. Et c'est là où, effectivement, Academia intervient. Tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'a pas le temps, les compétences d'aider son enfant. Donc, quelque part, quand on regarde par rapport à l'école, je dirais, des pays, la Suède, la Norvège, etc., un enfant jusqu'en terminale ne travaille pas une minute à la maison. Tout le travail se fait à l'école. En France, effectivement, il y a un travail qui est fait à l'école, mais aussi l'apprentissage, souvent, se fait à la maison. Donc, c'est là où, effectivement, il faut une réponse qui, là, effectivement, vient ou du public, ou du monde associatif, ou du privé. Cette réponse, vous l'apportez. Vous avez aussi changé la forme de votre enseignement pendant le Covid. Début 2020, les cours à distance représentaient environ 2% du volume d'affaires d'Academia. 2 ans plus tard, ce pourcentage se hisse à 15%. Est-ce que c'est encore une offre qui trouve son public malgré 2 ans de Covid, après 2 ans de Covid? Est-ce que vous voyez que les comportements ont changé auprès des familles? Alors, effectivement, par rapport à tout ce monde, ça a beaucoup changé. D'abord, il y a eu les années Covid où, quelque part, le distanciel a été une obligation pour tout le monde, avec du bon et du mauvais distanciel. Parce que, à un moment, tous les profs se sont retrouvés à faire des cours en distanciel. Ils n'étaient pas forcément le bon équipement, la bonne pédagogie, etc. Mais malgré tout, ça a donné un top départ. Notre conviction, ma conviction chez Academia, c'est que rien ne remplacera l'humain. Déjà, c'est un précepte, je ne sais pas si demain un robot, etc., remplacera l'enseignant, mais aujourd'hui, rien ne remplacera l'humain. Mais cet humain, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner par des technologies, par des pédagogies nouvelles. Donc, c'est cet alliage, si je puis dire, de nouvelles pédagogies portées par un enseignant et avec des moyens technologiques qui permettent aujourd'hui d'avoir des cours à distance qui ont presque plus de valeur qu'en présentiel. Et surtout, ça permet de rapprocher les gens. C'est-à-dire que vous habitez au fin fond de la France, dans un petit village, eh bien, vous pouvez avoir accès aux meilleurs profs qui va vous préparer à Sciences Po ou à HEC. Aujourd'hui, c'est l'un de vos enjeux aussi, c'est non pas seulement de toucher des enfants dans des métropoles, mais aussi plus en région, plus dans des territoires ruraux. Vous arrivez à les toucher aujourd'hui? Bien sûr. Et il y a toujours cette image un peu du cours particulier de soutien scolaire pour les riches. C'est pas vrai. C'est une fausse image. C'est au contraire les classes moyennes qui eux-mêmes parfois manquent d'éducation pour aider leurs enfants ou voient les difficultés dans leur parcours professionnel de ce manque un peu d'éducation qui ont envie de donner ça aux enfants. Donc on est avant tout sur des classes moyennes. C'est pour ça qu'on a autant d'élèves. Et gérer le mythe du CSP++ qui paye les cours. C'est fini. Il y en a, mais c'est très loin de la majorité. D'accord. Aujourd'hui, les matières les plus plébiscitées sur Academia, c'est quoi? C'est des mathématiques, c'est le français? Mathématiques, toujours mathématiques. Par contre, effectivement, avec l'année Covid, il y a eu un changement où l'anglais a détrôné le français. Donc la deuxième matière, je dirais, c'est l'anglais, ce qui est peut-être une bonne chose. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Plusieurs choses. Un, effectivement, pendant le Covid, il y a eu beaucoup moins de séjours linguistiques. On avait moins envie d'envoyer son enfant en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, il a fallu un petit peu. Et je pense aussi, il y a ce besoin aujourd'hui, comme le codage. L'anglais, c'est une langue de demain qu'il faut maîtriser. Et les parents ont envie de donner ça à leurs enfants. Et même sur l'arrivée des Netflix, etc., c'est très facile aujourd'hui. Pour regarder un film en anglais, vous sous-titrez en anglais, vous apprenez. Voilà, il faut apprendre ces nouveaux langages, que sont l'anglais, que sont le code informatique, etc. Ça bouge dans l'éducation et on va continuer à en parler. On va parler du sport dans l'école aussi et des actions d'Academia dans ce secteur. On va évoquer tout ça ensemble. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniot.
Hello. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invité, Philippe Colléon, président d'Academia. Mais juste avant de reprendre ces passionnantes discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on va parler d'Épinal, oui, mais version 3.0, puisque vous allez vous pencher sur les images que la presse et les internautes utilisent quand ils abordent l'intelligence artificielle, notamment sur les habitudes parfois inconscientes qu'on a, parfois biaisées aussi, qui régissent les banques d'images en ligne. Absolument. On parle souvent, en fait, du choix des mots. On parle un peu moins du choix des images. Et particulièrement importantes, ces images, dans un domaine, l'intelligence artificielle, qui fait débat, qui suscite inquiétude, parfois incompréhension. Or, quand on pense à l'IA, on a tous en tête des tropes visuelles, souvent trompeuses, qu'une simple recherche Google met instantanément en lumière. Parmi elles apparaissent pléthore d'images de robots, alors même que l'IA n'a pas grand-chose à voir avec la robotique. On a une pléthore de cerveaux bleus, alors que la plupart des IA et du machine learning utilisés aujourd'hui se basent sur une intelligence dite étroite, éloignée de l'intelligence humaine générale, et une infinité de variations sur le thème de la création d'Adam, avec les deux mains qui viennent de la chapelle Sixtine. Là, on voit une image qui est utilisée le 25 avril 2018 par la Commission européenne lors de son sommet autour du futur européen de l'intelligence artificielle. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent, toutes ces images, justement ? Eh bien, elles nous viennent de loin, évidemment. Donc, dans le cas de la création d'Adam, l'image nous vient du religieux, de la Renaissance italienne. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'instinctivement, ce qu'elle véhicule, ces deux mains, cette main humaine, l'autre une main robot, elle nous dit que l'IA serait créatrice d'un genre nouveau, en fait, qui serait le transhumain ou le post-humain. Elles nous viennent aussi, évidemment, de la science-fiction. Par exemple, on voit à l'image une main, la même main humaine et la main robot dans une scène de Star Trek. Et elles viennent aussi de symboliques séculaires. On a vu parmi toutes ces images un point commun, eh bien, c'est leur couleur, à savoir le bleu. Alors, regardez plutôt cette image. C'est ce qu'on voit, en fait, ici, c'est plus de 7500 images Shutterstock représentant l'IA. C'est un camailleux extraordinaire de la vague bleue qui envahit nos imaginaires. Cette couleur, elle est associée à l'iconographie mariale au début de l'histoire, puis monarchique, enfin étatique. Cette couleur qui appartient à l'immensité de l'océan ou du ciel, eh bien, elle est rassurante, voire anesthésiante, et elle est devenue associée à la technologie. C'est elle qui a donné son nom à Deep Blue, la première machine à avoir battu Kasparov aux échecs, qui a prédominé dans la Silicon Valley avec évidemment les logos de Facebook, les logos de LinkedIn ou encore de ex-Twitter, qui n'en donnent que trop la preuve. C'est elle qui a encore servi au projet Blue Brain, le cerveau bleu, qui est issu de l'école polytechnique de Lausanne, mais aussi d'IBM, qui avait pour visée d'étudier le cerveau humain et ses principes fonctionnels afin de pouvoir les reproduire. IBM, qu'on appelle aussi Big Blue. Est-ce qu'il y a justement des initiatives qui nous permettent un peu de jeter un pavé dans cette mare infinie de bleu? Ouais, il y a des publications qui parlent justement de cette imagerie comme d'un des angles morts au sein des problématiques éthiques que porte l'IA. Sur Instagram, il y a aussi un compte qui s'appelle Ugly AI. En fait, ça inventorie les nombreuses représentations de l'IA qui pullulent partout. On voit même ici là, le mème de Will Smith et de Chris Rock avec Will Smith qui est représenté par un robot. Bref, deux initiatives ont émergé à la rentrée. La première, elle est portée par la branche R&D de la BBC qui s'est faite en collaboration avec l'université de Cambridge. Ça s'appelle Better Image of AI et ça représente une année entière de travail avec plus de
60 experts afin de mener des workshops, d'organiser des visites dans les écoles, et aussi la publication d'un guide qui préconise d'autres images, des images qui puissent faire comprendre les algorithmes. On le voit, une petite évolution pixelographique d'arbres, plutôt que de faire régner justement cette ère de magie mi-religieuse, mi-prométhéenne. Elle veut éviter aussi elle veut éviter qu'il n'y ait que des robots blancs pour représenter l'IA et privilégier plus de diversité humaine et voilà. Préférer au labo aussi digitalisé des images du monde naturel, qui sont largement travaillées par la vision par ordinateur. Bref, créer différentes solutions qui nous changent un peu de ce tsunami bleu. Alors, vous nous avez parlé de 2 initiatives. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Absolument. La branche de Google qui s'appelle DeepMind, qui est spécialisée dans l'IA, elle a développé un programme qui s'appelle Visualizing AI. Et en fait, au sein de DeepMind, Google a demandé à 13 artistes des 4 coins du monde de créer des représentations. Après de longues conversations avec des scientifiques, avec des ingénieurs, avec des éthiciens, de Google DeepMind. Et quand on se rend sur la page de Behance, qui est un site de graphisme et visuel de DeepMind, on voit des formes biométriques qui évoquent les connexions au sein de nuages de données, des enroulements de circuits, des colonnes dont chaque vertèbre représente les informations stockées, des véritables paysages infinis de données aux infractuosités et au relief innombrable, un intérêt gourmand pour la silicone dans toute sa matérialité, un goût immodéré des puces, des touches, des flèches, vers quoi. Le tout dans un code couleur irisé et acidulé qui rappelle la Californie et les riches heures de l'esthétique Vaporwave. Résultat, plus de 110 millions de vues, plus de 800 000 téléchargements, le tout made by Google, of course, afin d'améliorer l'opinion publique autour de l'IA et aussi, vendre par la suite, plus de solutions Google en IA au sein d'un contexte, il faut le rappeler, et notamment c'est McKinsey qui le fait, qui prévoit que l'IA ajoutera jusqu'à 4 400 milliards de dollars de valeur à l'économie par an d'ici à 2030. Et évidemment, Google ne compte pas s'en sortir perdant. Évidemment. On va encore se coucher moins bête. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas. Et puis nous, on va continuer à creuser le sujet du soutien scolaire en France et d'explorer toutes ces mutations. On va parler aussi du sport. Vous allez voir, on en parle dans un instant. Mais d'abord, on lance la seconde partie du talk. 30 minutes de plus chaque jour en primaire, 2 heures de plus chaque semaine au collège, en cette rentrée des classes sur fond de dynamique olympique. Emmanuel Macron a rappelé récemment sa volonté d'augmenter le temps de sport à l'école. Vous soutenez Philippe Colléon, vous êtes le président d'Academia depuis plus de 15 ans, des organisations sportives engagées aussi, qui placent l'éducation au cœur de leur projet éducatif. Pourquoi ça vous tient à cœur ? D'abord parce que on croit beaucoup à ce qu'on appelle le double projet. C'est-à-dire qu'un enfant, aujourd'hui, doit pouvoir avoir une passion, alors dans le sport, dans la musique, dans la danse, et par rapport à d'autres systèmes, effectivement, anglo-saxons, il ne doit pas être sanctionné parce qu'il a une passion. Donc notre parti pris, c'est au contraire d'aider ces jeunes qui ont une passion, qui seront peut-être un jour professionnels, peut-être pas, peut-être une passion qui sera jamais rémunératrice, mais c'est d'aider ça. Et effectivement, quand on voit la réalité de ces enfants-là, qui sont à 6 heures du matin dans une piscine, quel que soit, je dirais, leur port, il y a une pénibilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on écoute les parents, ils disent « Ah, mon fils, ma fille, sur son portable, il n'y a plus de notion de temps long, d'effort », eh bien, je dirais, ces jeunes-là devraient être nos héros. Encore plus parce qu'on est en année olympique, et quelque part, le courage, souvent, de ces jeunes qui ont ces passions, eh bien voilà, notre désir, c'est de les aider. Justement, vous les aidez notamment avec la Fédération française de tennis. Vous avez créé le dispositif e-campus qui permet aux jeunes sportifs de haut niveau de pouvoir poursuivre leur scolarité tout simplement, mais dans les meilleures conditions. Et c'est ça votre différence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, c'est un partenariat avec la Fédération française de tennis et le CNED. Donc là, c'est intéressant. La problématique, si je puis dire, c'est qu'on ne sort plus de champions de tennis, ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'on commence le haut niveau 3 ans après d'autres pays. Donc il fallait trouver un moyen pour intensifier l'entraînement beaucoup plus jeune, sans forcément créer à 12-13 ans, les mettre dans un centre, loin de leur entraîneur, loin de leurs parents. Donc on leur a proposé effectivement de créer une école à distance. Donc on suit cette année 160 jeunes
garçons, filles, qui ont donc cours le matin en distanciel et qui peuvent l'après-midi faire leur entraînement de haut niveau et le soir avoir une vie à peu près de famille. Voilà. Donc alors effectivement au début ça fait peur de dire les enfants vont plus à l'école, oui. Mais ils ont une vie sociale à travers le sport et quelque part ce sont des petites classes de 8-9 élèves et les résultats, on a maintenant 4 années de recul, c'est la 4e année, nous travaillons avec la Fédération française sur cette école, les résultats sont exceptionnels. Donc ça montre bien que la question c'est pas forcément le nombre d'heures enseigner, mais bien l'intérêt des cours, l'interactivité entre les élèves, plus des technologies, ce qui fait qu'un enfant, par exemple, qui part faire un tournoi, puis le tennis oblige beaucoup de déplacements, peut voir le cours en replay, peut continuer à étudier, quel que soit l'endroit dans le monde où il se trouve. Vous le disiez, effectivement, en juin, c'est bien connu, c'est la grande période des compétitions sportives, oui. À combiner pour ces élèves, justement, avec le baccalauréat, oui. entre autres les sujets post-bac aussi, et puis les examens. C'est loin d'être évident pour oui. eux. Ça pousse aussi parfois à décaler une rentrée en septembre ou le passage du baccalauréat en septembre. Vous qui connaissez très bien ce milieu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a une réforme à faire quelque part? C'est un peu le parent pauvre de l'éducation, les sportifs de haut niveau dans l'école? Le sportif, il y a déjà tellement de problèmes à gérer à l'école qu'en plus celui qui fait du sport, il sort trop du lot. C'est encore une contrainte pour l'éducation nationale. Et il y a des choses très simples à faire pour aider ces enfants-là. Effectivement, vous preniez cet exemple du baccalauréat. On travaille beaucoup, par exemple, avec la fédération de handball. Eh bien, un jeune en U17 qui va au mois de septembre, au mois de juin, parce que les championnats d'Europe sont toujours au mois de juin, participer à une compétition, ne pourra pas passer son baccalauréat. Donc, on va lui proposer de le passer en septembre. Donc, n'aura pas accès au même niveau à Parcoursup. Donc, sera, quelque part, pénalisé par rapport à notre enfant. Donc, la Fédé, qui est une Fédé très raisonnable, va dire, tu ne vas pas participer au championnat d'Europe pour pas pénaliser tes études. Donc, on arrive à des situations, il faut choisir entre, justement, cette passion, le fait de pouvoir participer en équipe de France, donc quelque part de très haut niveau, et pour pouvoir poursuivre des études. Donc il suffirait simplement quelque part d'accepter que ces jeunes-là soient en contrôle continu, alors que très souvent ils sont dans des structures qui ne leur donnent pas accès au contrôle continu, et simplement peut-être faire que le contrôle continu leur permettrait de ne pas avoir toutes ces épreuves du baccalauréat à faire au mois de juin, il leur permettrait d'avoir leur vie de sportif. Voilà, on est en année olympique, ça coûte rien. Ça aiderait des milliers de jeunes dans plein de sports individuels. Acceptons le contrôle continu, acceptons le décalage du baccalauréat pour ces jeunes. Vous avez aussi, au-delà du sport et de votre engagement évidemment pour le soutien scolaire, ouvert une école récemment, oui. Un campus, rue Spontini, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un collège-lycée privé, hors contrat. Vous mettez là aussi une pédagogie innovante en avant, adaptée aux élèves et au monde dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quelques mots? En quelques mots, c'est facile d'être critique, si je puis dire, par rapport à un système. Encore faut-il prouver qu'on peut faire mieux. Donc, quelque part, cette école-là, c'est tout ce qu'on fait un petit peu en pièces détachées, en complément de l'école, sur l'orientation, sur les langues, sur ça, qu'on retrouve dans notre école. Donc, ce sont des petits effectifs, 15 élèves par classe, où, effectivement, on apprend autant entre pairs que avec les enseignants, où, effectivement, on a essayé de voir avec Svenia, que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il y a de bien, de très bien dans le système français, mais aussi dans le système anglo-saxon et dans les pays nordiques. Voilà, donc on a essayé de faire se concentrer là dans notre école qui s'appelle l'Écola. Parce que vous proposez aussi, vous le disiez, une pratique intensive de l'anglais, oui. Je crois 10 heures par semaine, oui. C'est énorme par rapport au système français, en privilégiant l'expression orale et la mise en situation des enfants. Vous faites aujourd'hui le constat que l'école d'aujourd'hui en France n'est pas assez ouverte à l'international ni au monde de l'entreprise. C'est ça le constat derrière l'Écola ? Le constat, c'est quand vous demandez aux jeunes où est-ce qu'ils apprennent aujourd'hui, à 7% ils disent à l'école. Aujourd'hui, la première source d'apprentissage, c'est Internet. Donc je pense qu'il faut redonner la mission à l'école. On apprend à l'école, c'est sa fonction première. Et deuxièmement, effectivement, c'est de dire avec les générations Z qu'on a eues, c'est une autre génération, il faut apprendre autrement et les préparer au monde de demain, préparer à faire plusieurs métiers, les préparer à avoir d'autres compétences. Évitons de faire la génération A d'abrutis. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Colléon. C'est un secteur en plein mouvement. Et merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre invitation. C'était super. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Colléon, président d'Academia. Merci à Jeanne Dreyfus aussi de nous avoir accompagnés tout au long de cette
cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Ciao.